Donc je vous remercie une nouvelle fois d'être ici. Donc je crois que vous connaissez peut-être, en tout cas pour la plupart d'entre vous, le principe de ces soirées de libraire d'un soir où donc un auteur ou un intervenant quelconque propose quelques livres de ses lectures et essaye de communiquer le goût éventuel qu'il peut avoir pour elle. Là, c'est la proposition que m'a faite Hugues est peut-être un petit peu particulière parce que même si les livres que je vais vous présenter sont importants à mes yeux, l'idée tenait surtout à les faire communiquer avec le dernier livre que j'ai fait paraître donc il y a maintenant je sais plus 2 ou 3 mois, Les Jeunes Gens, qui est une sorte de récit documentaire, moi j'appelle ça, sur la promotion sans bord de l'ENA. Et les livres dont je vais vous parler m'ont d'une façon ou d'une autre, plus ou moins directe, accompagné dans le cadre et dans le temps de l'écriture, ou bien qu'ils aient été de façon plus ou moins distante des sortes de modèles théoriques ou rhétoriques auxquels je me référais moi, mais évidemment le lecteur ne le sait pas, hein, parce que ça intervient nulle part dans le livre, ou bien que de façon beaucoup plus explicite, il soit cité dans le texte. Alors, je vais commencer par pour le coup, vraiment un grand classique que je pense beaucoup d'entre vous connaîtront déjà, et dont je dis d'ailleurs, et je le crois dans le bouquin, que c'est devenu peut-être une mythologie, le livre lui-même, au même titre que les fameuses mythologies dont il parle, c'est donc la mythologie de Roland Barthes. Alors, voilà, bien sûr. Pourquoi, en fait, j'ouvre quasiment le livre sur une référence à ce texte-là, aux mythologies de Barthes, parce que je m'amuse au début du livre un petit peu sur son modèle à faire une sorte de petit décryptage des signes qui sont mis en scène dans la soirée comment dire, L'intronisation. ben non, justement, il n'est pas encore intronisé à ce moment-là, dans la soirée de célébration de la victoire d'Emmanuel Macron. Vous en souvenez sans doute, au Louvre, et plus exactement avec ce moment qui est quand même très chargé, qui pèse à tous les sens du mot, son poids de symbole historique, qui est évidemment son espèce de déambulation, de marche à travers la cour du Louvre, la fameuse cour Napoléon, comme s'il fallait aussi convoquer quelques grands noms, des fois qu'on n'est pas bien compris. Et donc je me suis amusé effectivement à déplier les signes qui étaient contenus dans cet événement, un peu sur le modèle de ce que peut faire Barthes dans les mythologies. Donc là, le modèle est totalement assumé. Il est assumé même dans l'aspect un peu buissonnier que peut avoir ce livre de Barthes. C'est quand même quelque chose qui le rend particulièrement plaisir à parcourir plaisant à parcourir et à lire, puisque en fait on voit comment Barthes accroche sa stratégie de lecture sémiologique à ce dont il fait des emblèmes du contemporain, et comment il essaie de montrer les traces de la diffusion d'un consensus imaginaire qui font à la fois emblèmes et qui deviennent donc du coup ces mythologies pour le présent. Et évidemment, quand il s'agit d'effets de communication politique, on est assez vite renvoyé à un usage des signes assez similaire à celui-ci. Et c'est donc ce que j'ai aussi à mon tour essayé de faire dans le livre. Alors, il y a finalement, mythologie m'a aussi servi de ressource presque comme une espèce de méthode appliquée de lecture et d'écriture qui du coup sonde et associe les signes avec une part de légèreté et d'ironie. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que
il me semble que une partie de l'ironie, je crois, qui traverse le livre, euh, on peut la retrouver en partie dans les mythologies. Alors, je vais peut-être vous rappeler quelles sont, lui, certaines des mythologies dont il parle. Il y a vraiment des choses qui ont trait à la parole politique directement, puisque par exemple, il y a une mythologie, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est peut-être pas celle dont on se souvient généralement le plus directement, qui s'appelle Quelques paroles de Monsieur Poujade. Donc où il va vraiment prendre les énoncés de ce cher homme qui était Poujade pour en faire une lecture symptomatique, symptomatologique de l'état de l'idéologie française, du moins dans sa frange d'extrême droite, à un certain moment. Bon, après, sinon, il y a évidemment toute cette histoire de la Citroën, par exemple. C'est très marrant parce que quand on a lu les mythologies de Barthes et qu'on voyait, vous vous en souvenez sans doute, Chirac à, euh, à la fenêtre de sa Citroën, donc, hein, parce qu'il fallait évidemment prendre plus ou moins la même voiture que le général, c'était super drôle parce qu'on voyait une espèce de version appliquée de Barthes à travers la télévision. Donc voilà, il y avait une espèce de concomitance assez forte entre les images qui apparaissent dans les mythologies et finalement les signes, moi, du monde politique sur lesquels mon attention se portait. Et j'ai un peu joué aussi avec cet intertexte-là, qui était les mythologies de Barthes, qu'on retrouve surtout au début du livre, mais à plusieurs moments où il y a comme ça des espèces de petites descriptions de signes, j'y ai de nouveau recours. Euh, le deuxième livre, dont je voulais parler, alors je suis très jaloux de cette édition parce que je l'ai pas, euh, et je vois qu'il y a une préface de Patrick Boucheron qui est en plus citée dans le livre. Tout à fait. Donc c'est vrai que Je comprends ta jalousie. je suis tout à fait jaloux. Euh, je vais peut-être faire un truc simple, c'est lire un petit bout de ce texte donc sur le concept d'histoire qui est quand même un des textes cardinaux, bien que très très bref, de Walter Benjamin et qui est une espèce de truc que moi je relis vraiment très souvent, assez constamment et, euh, et qui est proprement inépuisable. En fait, j'ai l'impression à chaque fois que des choses de nouveau se mettent en place. C'est quand même assez balèze d'arriver en quelques paragraphes, finalement, en quelques très courts chapitres, à condenser et contracter autant de questions, non seulement sur le concept d'histoire, et plus exactement sur la vision matérialiste de l'histoire, opposée dans le texte à ce qu'il appelle l'historicisme, mais à travers ça, en fait, à une conception du temps, puisque c'est ça hein, que déploie, que condense plus exactement Walter Benjamin dans ce livre. C'est contre la vision d'un temps homogène et vide dans laquelle prendrait place une histoire faite d'événements se succédant selon les lois de causalité. Lui introduit évidemment une conception matérialiste de l'histoire, faite de retours, d'enchaînements, d'échos, de résonances. Et tu vois, c'est pas étonnant de voir Patrick faire la préface de ce livre parce que la façon dont Boucheron aujourd'hui dans ses cours au Collège de France et puis largement dans ses livres conçoit l'histoire et interroge les événements passe beaucoup par la question du retour, de la réactivation, du souvenir quand il écrit par exemple sur Ambroise de Milan, qui est donc le saint patron de la ville de Milan. Il montre comment une identité municipale et culturelle s'est fait jour à travers ce personnage d'Ambroise de Milan, mais que selon les siècles, selon les moments, il est réinterprété, redécouvert, remis à jour de façon complètement différente et pour servir des intérêts politiques complètement différents. Et c'est donc cette espèce de battement à travers le temps qui m'intéresse beaucoup chez Walter Benjamin et chez Boucheron aussi. Du coup, moi je fais juste une toute petite insiste, c'est du coup pas du tout surprenant non plus que tu aies été le premier éditeur de l'affaire furtive de Sylvain Prudhomme.
qui sera là demain soir, Oui. mais qui vient d'être édité chez l'Arbalète Gallimard, mais dont l'un des éléments absolument centraux de l'affaire Furtif, c'est effectivement la variabilité des conceptions du temps. Exactement. Et c'est fascinant. Enfin, moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça ressurgisse comme ça, mais il n'y a pas de... Mais tu sais, c'est marrant parce que quand je fais juste un petite parenthèse, mais c'est aussi un peu finalement ça rejoint malgré tout mon travail d'écriture. J'ai reçu le manuscrit de Sylvain la première fois dans ma boîte aux lettres, un paquet assez mal ficelé. Et bon, vous savez, les manuscrits on en reçoit beaucoup avec un bonheur pas toujours égal. Et là, bon, je remonte chez moi, je commence à lire le truc. Qu'est-ce que c'est formidable. Alors du coup, je l'avais publié dans cette petite collection qui était dédiée au thème des utopies, qui s'appelait Le répertoire des îles, qui malheureusement a existé finalement très brièvement. C'est resté elle-même une petite île. Mais j'avais presque un peu mauvaise conscience parce que même si j'étais très content de permettre à ce livre d'exister, d'en être le premier éditeur, de travailler avec Sylvain, et que je trouve qu'on avait fait un beau livre, j'avais l'impression que c'était aussi un livre qui méritait quand même une vie un petit peu plus conséquente et une audience aussi un petit peu plus large. Donc je suis vraiment très heureux qu'il soit en prix chez Gallimard, là, chez l'éditeur actuel de Sylvain. Et deuxième petite parenthèse quand même pour faire le lien avec mes autres livres, c'est vrai que cette question de l'anachronisme, de ces battements temporels dont je venais de parler, j'en reparlerai peut-être d'ailleurs un tout petit peu tout à l'heure à propos de Saint-Simon. C'est quelque chose qui traverse à peu près tous mes livres, et notamment ceux qui sont attachés à des personnages comme des espèces de fiction biographique, dont le trait commun, quasiment tous ces personnages, que ce soit dans Strangulation, Jean David de Mirmont ou Frances Farmer dans Notre désir et sans remède, et puis il y a d'autres livres qui sont en route et qui viendront plus tard. Leur trait commun, c'est d'être justement des personnages, des personnalités que j'appelle moi anachroniques, c'est-à-dire traversés par différentes conceptions du temps et n'adhérant jamais à la formule consensuelle de leur époque, voilà, qui fait emblème pour leur époque. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai dit que j'allais lire un petit bout. Faut que je le retrouve quand même, mais... Bon, tant pis, après tout, c'est une page, hein, c'est pas la mort. Fustel de Coulanges recommande à l'historien, s'il veut reconstituer une époque, de s'ôter de l'esprit tout ce qu'il sait du cours ultérieur de l'histoire. On ne saurait mieux caractériser le procédé avec lequel a rompu le matérialisme historique. Donc, autrement dit, il trouve que ce que vient de dire Fustel de Coulanges est complètement débile. C'est un procédé reposant sur le fait de se mettre dans la peau de l'autre. Il prend son origine dans la paresse du cœur, l'achédia, qui hésite à s'emparer de l'image historique authentique qui brille comme un éclair, fugitivement. Cette indolence passait, aux yeux des théologiens du Moyen-Âge, pour le motif originel de la tristesse. Flaubert, qui l'avait éprouvé, écrit « Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carthage. » La nature de cette tristesse devient plus claire lorsqu'on se demande dans la peau de qui se met au juste l'historiographe de l'historisme. La réponse est inéluctablement dans celle du vainqueur. Mais les dominants du moment sont les héritiers de tous ceux qui ont vaincu un jour. Le fait de se mettre dans la peau du vainqueur profite par conséquent toujours aux dominants du moment. Pour le tenant du matérialisme historique, on en a déjà assez dit. Quiconque a jusqu'à ce jour emporté la victoire marche dans le cortège triomphal qui fait avancer les dominants actuels sur ceux qui sont aujourd'hui au sol. On emporte le butin dans le cortège triomphal, comme cela a toujours été la coutume. On lui donne le nom de patrimoine culturel. En la personne du tenant du matérialisme historique, ils auront affaire à un observateur distancié, car ce sur quoi il a vu en guise de patrimoine culturel provient intégralement d'une origine à laquelle il ne peut songer sans un frisson. Je passe un peu. Il n'est jamais une illustration de la culture sans être aussi une illustration de la barbarie, et comme il n'est lui-même pas exempt de barbarie, le processus de transmission au cours duquel il est passé de l'un à l'autre n'en est pas dépourvu non plus. Le partisan du matérialisme historique s'en détourne donc dans la mesure du possible. Il considère que sa mission est de prendre l'histoire à rebrousse-poil. Alors,
Dans l'autre traduction que moi j'ai, et que j'ai donc citée en exergue de la partie justement consacrée à Macron au début, qui s'appelle Le Marcheur du Louvre, ça donne: or, ceux qui règnent à un moment donné sont les héritiers de tous les vainqueurs du passé. L'identification au vainqueur bénéficie toujours au maître du présent. Et on voit évidemment là aussi comment ces espèces d'esprits rompus à la communication que sont les conseillers des hommes politiques aujourd'hui, à commencer évidemment par ceux de Macron, Ismaël Emelien et tout ça, ont finalement appliqué à la lettre ce que Walter Benjamin, lui, soulève de façon critique, à savoir cette réactivation d'une image des vainqueurs du passé pour fabriquer, produire, constituer le profil du vainqueur actuel, qui est donc le président fraîchement élu. Il y a un truc qui m'intéresse dans cette histoire de la représentation des vaincus, parce que, au fond, c'est une réflexion que je me fais aussi par rapport à mon travail. La littérature, quand même, actuelle, je ne sais pas ce que vous en penserez, ce que tu en penseras, Hugues, mais on a beaucoup, nous, intériorisé justement les leçons de Walter Benjamin, de Michel Foucault avec La vie des hommes infâmes, etc. C'est-à-dire que la littérature, quand même, depuis un siècle et demi, peut-être même 2 siècles, a décidé de prendre en charge beaucoup l'histoire des vaincus. Précisément parce que l'historiographie officielle et encore plus les régimes politiques sont du côté des vainqueurs, il appartient, dans une certaine mesure, à la littérature de se faire l'écho de la voix et de l'histoire des vaincus pour leur redonner leur digne place dans l'histoire. Et c'est bien sûr quelque chose que je trouve très, très, très bien et un mouvement tout à fait louable. Mais c'est vrai que, du coup, moi j'ai tendance aussi à me dire, mais ils en sont où les vainqueurs, quoi? Et est-ce qu'il faudrait aussi que la littérature abandonne du coup complètement toute prérogative à, non pas à dire l'histoire des vainqueurs, mais à dire comme une histoire qui ne serait pas l'histoire des vainqueurs, où en sont les vainqueurs dans l'histoire d'aujourd'hui? C'est marrant, enfin, juste une pure incise, hein, j'ai l'impression que c'est très vrai ce que tu dis, mais qu'il y a 2 grands ensembles littéraires pour ce que ça vaut, parce qu'évidemment il n'y a pas d'homogénéité dans les ensembles littéraires, c'est des constructions ex post, enfin et tout, mais il me semble que chez les latino-américains contemporains et que chez les russes contemporains, c'est beaucoup moins vrai, Oui. parce que comme ils ont chevillé au corps dans leur culture littéraire à ce point un art de la satire, en fait, du coup ils hésitent beaucoup moins probablement que des Français ou des Américains, ou des Anglais, à mettre en scène une parole de vainqueur, mais pour aussitôt la rendre, mais la démonétiser subtilement du même coup. Et j'ai l'impression qu'effectivement c'est assez, enfin tu as raison, assez rare en fait chez les occidentaux entre guillemets, mais qu'on trouvera ça plus chez des Argentins, des Brésiliens et des Russes. Curieusement, et ça, enfin j'ai pas d'explication, hein, mais il me semble. Probablement peut-être parce que l'art de la satire et de la fable et de la farce est plus, Oui, ça tient peut-être effectivement à ça. est plus tu vois, chevillé au corps, enfin l'esprit. Ouais. Ça tient effectivement à ça, et ça tient aussi peut-être aussi à une espèce de méfiance plus ou moins instinctive et d'ailleurs assez compréhensible que dans les démocraties occidentales, en tout cas, les écrivains éprouvent à l'égard des vainqueurs en question, qui ne sont pas forcément les personnages auxquels on a envie de s'attacher en priorité. Je crois qu'il y a aussi un peu cet effet-là. Et je vous dis ça parce que ça me mène très très subtilement, quel art de la transition, à Saint-Simon, qui lui, évidemment, faisait dans ses mémoires une chronique de la vie de cour, dont il était l'un des membres, dont il était partie prenante, et auquel Jean-Michel de La Comté a consacré ce très beau livre qui s'appelle La grandeur Saint-Simon. Vous voyez déjà, tout tourne autour de l'idée de grandeur.
Et si j'ai voulu vous en parler maintenant, c'est à différentes. J'aurais pu parler enfin, on aurait pu prendre un volume de Saint-Simon directement, puisque là aussi je le convoque dans le livre. Et puis effectivement, lorsqu'il s'agit à la fois de faire la satire justement, mais aussi le récit d'une vie de cour, quelle qu'elle soit, et d'une entité politique, et au fond du pouvoir, quel qu'il soit. Saint-Simon est une sorte de modèle qui vient immédiatement à l'esprit. Ce qui me touche beaucoup dans le livre de La Comté, c'est que il se penche sur cette espèce de mystère au fond qui est qu'est-ce qui fait qu'un jour un type qui a voulu écrire pendant à peu près toute sa vie, qui a amoncelé des tombereaux d'expériences, de notes, de mémoires, de choses comme ça, mais qui en fait ne s'est jamais plongé dans sa grande œuvre, qu'est-ce qui fait qu'un jour il saute le pas et il s'y met, quoi. Et en plus, Saint-Simon, il s'y met, il a 64 ans, si mes souvenirs sont bons. Il écrit les 3000 pages de ses mémoires en un peu plus de 10 ans, ce qui est quand même une vitesse assez remarquable. Et ce qui est très beau, c'est que en plus à l'époque on vivait pas forcément très vieux, et puis surtout, comme vous le savez, du jour au lendemain on pouvait disparaître, donc il avait absolument aucune assurance que il pourrait venir à bout de ce morceau de bravoure littéraire au long cours. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il a fini. Et donc, on a des mémoires qui courent du début à la fin, avec une préface, avec une fin, avec une conclusion. Et donc ça, c'est quand même un truc qui le rend absolument précieux. Et donc, c'est aussi ce sur quoi se penche de La Comté. Et ce qui m'intéresse dans Saint-Simon, et qui coïncide un peu avec ce qu'on vient de dire, sur l'idée de faire aussi la chronique des puissants de ce monde, avec évidemment les coordonnées du monde actuel qui ne correspondent pas exactement à celles de l'absolutisme du XVIIe siècle, même s'il est vrai qu'Emmanuel Macron aime bien pour le coup réactiver ce souvenir-là, et qu'on voit que chez lui des ferments d'absolutisme provoquent une espèce d'économie libidinale un peu bizarre. Bon, donc il y a quand même ce souvenir-là qui est éminemment présent dans l'imagerie politique française actuelle. Ce qui est beau chez Saint-Simon, et qui exalte pour le coup vraiment la puissance de l'écriture, cette fois, contre la puissance des puissants, c'est qu'en fait il les toise. Il les toise depuis sa chambre, depuis son cabinet d'écriture. Et il faut quand même d'abord une force, mais aussi une confiance dans la puissance intrinsèque de l'écriture, assez incroyable pour se mesurer à ces gens-là. On parle de Louis XIV, on parle pas d'un petit roitelet, on parle du plus grand roi de l'histoire de France, quoi. Bon, lui, il a eu la chance ou le malheur, je sais pas, d'en être le contemporain. Et quand je dis qu'il le toise, c'est aux deux sens du terme, c'est-à-dire aussi bien il le mesure, il le décrit, il le raconte, il en fait aussi souvent la critique. Il n'aime pas du tout Louis XIV, Saint-Simon. Il vouait un culte immense à Louis XIII, dont son propre père avait été très proche. Mais lui n'aimait pas Louis XIV. Donc il le toise aussi en le défiant, d'une certaine mesure, en le défiant a posteriori, puisqu'il écrit 30-40 ans après la mort du roi, mais la mort de Louis XIV. Il avait une vraie sympathie pour les frondeurs, d'ailleurs. Il avait une sympathie pour les frondeurs, il avait... lui, son copain d'enfance, en fait, c'était le fils de Philippe d'Orléans, donc le fils de monsieur, du frère. Et c'est vraiment son pote de jeunesse, quoi. Et dont il déplore évidemment la vie libertine, etc. Assez marrant quand il en parle. Alors il y a un truc, et je crois que c'est de La Comté d'ailleurs qui remarque ça. Ouais, je sais plus si c'est lui. Bon, bref. Il y a un truc qui est très beau quand même dans le récit que Saint-Simon fait de la mort du roi. C'est que on sait par les historiens que le corps de Louis XIV dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, était dans un état de délabrement et de putréfaction nauséabonde absolument incroyable, et que c'était vraiment un calvaire pour ceux qui devaient l'approcher. Et lui,
Ça, par contre, il le tient sous silence. Ça apparaît par petits indices, on voit très bien qu'il va pas, voilà, c'est pas le mort le plus noble qui soit. On voit qu'il y a quand même un état, voilà, c'est une longue agonie. Mais dans les deux corps du roi, ça revient à ça, c'est-à-dire bon, celui, le corps éternel, le sceptre qui se transmet d'une génération à l'autre, et puis le corps, le sacus merdae, comme dit Michon, en parlant aussi des deux corps du roi, tel que les décrit Cantoride, c'est-à-dire le corps mortel, le corps putricible de l'homme, qui est aussi le roi. On voit vraiment que là, dans cette distinction, il tient quand même à ce que la chair garde une espèce d'honneur, quoi. Une espèce de dignité en tout cas. Et c'est assez beau en fait, cette espèce de mélange entre une sorte d'acrimonie et de souci de l'exactitude du récit, et puis quand même une pudeur en fait, enfin, une forme de pudeur. Voilà. Donc ça je vous le recommande, c'est vraiment un très beau livre sur Saint-Simon. C'est une très belle introduction en fait à Saint-Simon. Et par ailleurs, Jean-Michel de La Comté est quelqu'un qui écrit très très bien. Moi, je l'ai rencontré, je vais faire du gossip, mais c'est Rick Vuillard qui m'a fait lire de La Comté au début. On était en dîner chez lui, voilà. Et à un moment, il m'a dit « Ah, tu connais ça c'est toujours très exalté, hein, comme tu connais. Et voilà, il dit « Ah, tu connais ça ?» et tout. Puis il s'est mis à m'en lire 2 pages, je connaissais pas du tout, puis je commençais à être un peu bourré. En fait. Bon, non, mais je le lirai plus tard. Et voilà, et pour le coup, je lui en sais vraiment gré, parce que c'était une belle découverte de lecture. Je vais enchaîner, parce que sinon, on y est jusqu'à demain. On va rester un peu dans cette idée aussi de comment dire la puissance, comment dire la grandeur, comment dire les puissants à travers la puissance. Et peut-être l'une des plus belles manières de les dire, c'est de les ramener à leur médiocrité. Mais ce que Bossuet appelle la médiocrité, c'est pas forcément la médiocrité telle que nous on l'entend, c'est évidemment la médiocrité devant Dieu. C'est-à-dire que être trop humble, c'est pas bien, parce qu'il y a effectivement une espèce de prétention à l'humilité, qui est une forme d'orgueil peut-être encore plus grande que l'orgueil. Et puis, évidemment, ne pas reconnaître que nous sommes peu devant Dieu, c'est un péché encore plus grand. Donc, Bossuet appelle à la médiocrité les personnes dont il parle. Sauf que les personnes dont il parle, c'est Henriette de France, c'est Henriette d'Angleterre, c'est Marie-Thérèse d'Autriche, ce sont les têtes couronnées de son temps, dont il prononce l'éloge, plutôt l'horizon funèbre, qui tourne toujours un peu à l'éloge, mais qui parfois aussi fait une part justement à cet aveu de médiocrité dont je parlais. Et là aussi, un peu comme chez Saint-Simon, ce que je trouve très très beau, c'est cette espèce de confiance absolue dans la puissance du verbe, à se faire, là encore, l'écho d'une vie, la vie de la personne à qui il s'agit de rendre hommage, mais aussi à se placer d'une certaine manière, non pas au-dessus, même pas dans un rapport de concurrence avec la puissance des personnes dont on parle, mais à s'autoriser, parfois même, alors, ce sont des sermons aussi, ces oraisons funèbres, donc on leur fait un peu la morale, voilà, et on les ramène à Dieu, évidemment. Mais bon, Dieu a bon dos, en l'occurrence, il permet aussi de dire certaines choses éminemment politiques que Bossuet avait à leur dire. Alors, là aussi, c'est pareil. Il y a un truc, oui, voilà, c'est ça, je me disais ça tout à l'heure. Il y a un truc, je sais pas si ça vous fait pareil quand il y a des phrases hyper connues comme ça dans le répertoire littéraire classique, mondial, les choses qu'on a appris à l'école et tout. Et puis des fois, on a un peu oublié où c'est. Et quand on retombe, c'est comme être ou ne pas être d'Hamlet. Toujours assez bizarre quand on lit Hamlet et qu'on tombe sur ça. Ah oui, mais voilà. Et alors, il y a évidemment ce truc que vous allez reconnaître immédiatement.
C'est à condition, bien entendu, que je le retrouve. Ah bah, je tombe dessus. Bon, je vous lis là aussi un paragraphe, il est un peu long. Mais ça vaut la peine, parce que ça envoie, quoi. Le mec, il était pas mal. Considérez, messieurs, on s'adresse pas aux femmes, les femmes. Considérez, messieurs, pourtant il y avait des femmes. Et puis c'est une femme, c'est Henriette d'Angleterre. Considérez, messieurs, ces grandes puissances que nous regardons de si bas. Pendant que nous tremblons sous leurs mains, Dieu les frappe pour nous avertir. Leur élévation en est la cause, et il les épargne si peu qu'il ne craint pas de les sacrifier à l'instruction du reste des hommes. Chrétiens, ne murmurez pas si Madame a été choisie pour nous donner une telle instruction. Il n'y a rien ici de rude pour elle, puisque, comme vous le verrez dans la suite, Dieu la sauve par le même coup qui nous instruit, c'est-à-dire par sa mort. Nous devrions être assez convaincus de notre néant. Mais s'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible, aux nuits désastreuses, aux nuits effroyables, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle: Madame se meurt, Madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille? Au premier bruit d'un mal si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts, on trouve tout consterné excepté le cœur de cette princesse. Partout on entend des cris, partout on voit la douleur et le désespoir, et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré, et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Voilà. Juste pour l'anecdote, je sais qu'il y a un auteur que certains d'entre vous connaissent, je suppose, qui est un auteur de science-fiction et de fantasy, mais qui est probablement l'un des plus croyants en fait dans cet univers-là, qui est Orson Scott Card, qui même s'il a eu assez désastreuses prises de position sur le mariage homosexuel il y a quelques années, n'en demeure pas moins un très grand écrivain. Et Orson Scott Card, dans sa célèbre quadrilogie en fait qui s'appelle le cycle d'Ender, son deuxième tome qui s'appelle La Voix des morts est totalement inspiré des oraisons funèbres de Bossuet. Et en fait, c'est une tentative de transposition de la mécanique même de l'oraison funèbre, mais dans un univers de science-fiction où en fait, et c'est très étonnant. Enfin, il est dans un univers très catholique portugais en plus. Alors que lui-même est mormon, Scard. Mais donc c'est étonnant parce qu'il y a vraiment, et dans des interviews, il s'en est expliqué en disant que ce dont s'attend pas nécessairement effectivement d'un auteur de SF américain, mais qu'il connaît par cœur les oraisons funèbres, et que c'était pour lui un livre important, en fait, dans justement cette question de trouver que les gens soient puissants ou pas puissants, mais d'essayer de trouver une vérité de leur vie, en fait, dans le texte final. Et il y a un projet un peu insensé là-dedans. Oui, mais c'est intéressant que tu dises que les gens soient puissants ou pas puissants, parce que précisément, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les sermons de Bossuet, et qui en fait peut-être la très paradoxale petite dimension démocratique. C'est que, évidemment, face à la finitude, on est tous égaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il rappelle très très souvent, qu'on ait été roi ou manant, on meurt et on fait pas tous de beaux morts. Et voilà, et ça c'est quelque chose, évidemment lui il le met en valeur et en relief, là aussi en toisant les puissants, pour les ramener aussi à un petit peu de modestie, mais surtout avec une visée éminemment catholique, puisque ce que ça veut dire aussi, c'est que la loi de Dieu est toute puissante et règne quand même malgré tout sur l'univers par la mort et par la finitude qu'elle impose à tout le monde. Mais bon, il y a quand même ce truc où à un moment, oui, il y a un moment d'égalité qui est notre condition de mortel, et il y a donc une espèce de généricité presque, de genre humain qui apparaît assez souvent dans les sermons de Bossuet. C'est quelque chose. Alors, ça fait pas de Bossuet un proto-communiste, mais il y a quand même ce truc assez étonnant. Voilà. Bon.
Et alors, et dernière parenthèse avant de laisser Bossuet de côté, tu parlais de son utilisation dans la science-fiction. Il y a un autre auteur qui m'est cher, et dont j'ai parlé d'ailleurs ici, je crois, déjà, qui fait référence à Bossuet, c'est Bernard Lamarche Vadel, dans Sa vie, son œuvre, puisque le vétérinaire, en fait, ouais. Oui, j'avais parlé de vétérinaire. Alors, il s'agit d'un autre livre, et d'ailleurs de deux autres livres dans lesquels le personnage principal, le docteur Marbar, qui vit cloîtré dans son château avec ses chiens qui le protègent, il passe l'essentiel de son temps, pas l'essentiel, tout son temps, à lire, méditer et étudier les oraisons funèbres de Bossuet, ce qui nous laisse aussi quand même un petit peu rêveur sur l'état de délabrement psychologique dans lequel il peut se trouver. Mais bon, voilà. On parlera tout à l'heure du personnage d'acharnement. Voilà, si tu veux. Je vais finir, peut-être avant qu'on parle justement d'autre chose, parce que je tenais aussi à ce qu'il a abordé la politique d'une autre façon, par un auteur que j'estime et que j'aime énormément, qui pour le coup est un auteur estampillé de polar, enfin c'est un auteur de polar en fait, c'est pas un grand mot, c'est pas ici que je viens de dire, mais... Surtout qu'elle est venue plusieurs fois. Oui, ben j'étais jamais là. Bon, c'est Dominique Manotti, donc. J'ai choisi celui-là, j'aurais pu en prendre d'autres. Non, si j'ai choisi celui-là, c'est parce que on y voit particulièrement bien, c'est une autre façon de parler de la politique, alors peut-être plus française et plus actuelle, on y voit particulièrement bien les liens, la collusion entre les mondes de la politique et de l'économie, entre les grands patrons et les élus, entre les conseillers et les lobbyistes et les notables provinciaux, par exemple. Et je trouve que c'est une des très rares personnes qui montre ça avec, d'abord, bon, elle est prof de l'histoire de l'économie, donc elle connaît tout ça, évidemment, parfaitement bien. Donc c'est ça aussi que je trouve très beau. Je l'avais rencontrée quand j'avais fait les efforts. Parce que elle avait, elle nous, en fait, tout en suivant ces romans policiers, ces intrigues policières qui sont très bien faites, on voit aussi hyper bien comment fonctionne ce monde. Et c'est ça quand même qui est très fort chez elle, c'est que je trouve qu'elle a presque une faculté pédagogique à nous montrer comment fonctionnent les forces dont je viens de parler, qui est absolument remarquable. Et par ailleurs, c'est quand même des polars qui, en termes d'écriture, fonctionnent super bien. Voilà. Et donc, je voulais aussi faire une petite place à Manotti et à une autre manière de représenter la politique. Évidemment, beaucoup moins grandiloquente que des oraisons funèbres, mais qui dit aussi beaucoup de choses de l'état présent du monde et de la représentation politique. Voilà. Donc, moi, je voulais déjà te remercier d'avoir accepté de te prêter à cet exercice. Effectivement, même s'il est un peu différent, enfin, tu l'avais déjà accepté une fois en tant que porte-parole d'un culte, et tu étais venu en compagnie d'Oliver Roé un automne, il y a quelques années, pour nous parler effectivement de 4 livres, pendant qu'Oliver en parlait de 4 autres. Donc, ça avait été une très chouette soirée, donc c'était adorable que tu acceptes de revenir. Même si pour un artiste, que moi je trouve effectivement, c'est la première fois qu'on le fait, mais c'est très intéressant, c'est vraiment de partir d'un livre et d'exposer finalement, de le sourcer, de venir faire résonner en fait des livres, voilà, aussi bien du polar politique, bon, nourri d'histoire et de compréhension fine des mécanismes du big business en fait, qui est effectivement une voie assez rare dans la littérature française, hein, parce qu'il y a pas tant que ça de gens qui maîtrisent le codage en fait du business. Et Dominique Manotti, comme elle l'avoue d'ailleurs à l'occasion de soirées ou d'entretiens, c'est pas non plus complètement par hasard, c'est que son enfance et son adolescence se sont passées dans ce milieu-là, elle l'avait à la maison, quoi. Donc elle le connaît vraiment, la façon dont ça se passe, ses arrangements, ses collusions, ces choses effectivement qui n'apparaissent que tardivement peut-être après dans les journaux. Et je trouve ça très intéressant, tu vois, qu'on retrouve Bossuet, Saint-Simon, Barthes et Dominique Manotti effectivement sur la même table. Et à propos d'un texte qui n'est pas un roman, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est autre chose, mais qui se nourrit et qui résonne avec une bonne partie des choses que tu as faites jusque-là, et je pense que c'est ça qui est fascinant. Moi, c'est une des choses que je voulais dire, parce que
quelques personnes me l'ont dit, donc je tiens à le lire. Le bandeau en fait choisi par l'éditeur est à la fois soigneusement aguicheur et probablement générateur de ventes, et je l'espère, mais il est assez trompeur en fait sur l'essence et l'objet en fait de ce livre. Ce livre, c'est pas une analyse à la Sophie Cognard et Alexandre Vicam de journalisme en fait de finalement qui sont les gens qui étaient en même temps que Macron à l'ENA. C'est pas ça le propos, même si ça s'appelle promotion Macron, c'est tout autre chose. C'est vraiment une question de comment une génération concentrée, canalisée, en tout cas c'est comme ça que je le lis, hein, Mathieu, mais après tu pourras dire non mais il raconte n'importe quoi, bien sûr, mais c'est comment une génération de politiciens relativement jeunes, puisqu'on n'arrête pas de nous en rebattre les oreilles que ce président est jeune, tout ça est toujours relatif, mais en tout cas qui sont plus jeunes que ses prédécesseurs au même poste, donc des politiciens assez jeunes, quelle est aujourd'hui la manière dont ils utilisent ce qu'on n'ose plus appeler la rhétorique, hein, mais qui est une façon de projeter en fait ses idées, son absence d'idées, enfin quelque chose en tout cas, face à un public, par la parole, par un mélange de paroles, d'écrits, de renvois à l'image, enfin tout un ensemble de choses comme ça, mais qui passent vraiment par la parole. Et moi ça me frappe parce que pour moi les jeunes gens c'est vraiment une continuation d'une réflexion incessante chez Mathieu, qui s'ancre, alors d'une autre façon, mais ça j'en parlerai sans doute moins dans Notre désir et sans remède, tu l'as mentionné, mais en tout cas qui s'ancre de façon extrêmement forte dans Les Effondrés. Les Effondrés, c'est quand même effectivement un décodage, moi j'avais appelé comme quand on regarde un DVD et qu'on a le commentaire en fait du réalisateur en fait en même temps. C'est-à-dire qu'il y a les faits qui se déroulent et il y a une façon de construire la phrase qui fait qu'on a le commentaire en fait du réalisateur qui dit voilà ce puissant là pour qui le monde est en train de s'effondrer, voilà en fait comment il en est arrivé là, et voilà ce qu'il ressent, et tout en ayant les faits bruts eux-mêmes et sans jamais citer les noms, ce qui donne effectivement un côté faussement impersonnel et en même temps très emblématique, enfin il y a une emblématisation, ce qui fait que Les Effondrés est un des romans moi les plus fascinants que je connaisse encore aujourd'hui, 9 ans ou bientôt 10 ans après sa parution. Enfin, puisque 8 ans, ne nous vieillit pas aussi. Pardon, excuse-moi. Mais c'est vrai, oui, je pense à la crise de 2007, mais effectivement, il n'a pas été écrit à chaud comme du reportage. Il a été écrit à chaud, mais il est sorti, il est sorti un peu après. L'édition, c'est infini. Il est sorti 6 mois après. Et il y a un autre livre, donc, qui est sorti récemment en Babel, qui lui saisit la parole politique par un tout autre angle, qui est Acharnement, qui raconte au départ une histoire. Alors, je sais pas comment vous pitchez cette histoire-là, parce que, enfin, si vous la connaissez pas, Acharnement, c'est incroyable. C'est un type, on apprend hein, que son métier, c'est, suivant les circonstances, les endroits, les lieux, on l'appelle différemment ce métier, mais c'est quelqu'un qui produit en fait le discours politique, les discours d'un homme, enfin d'homme politique, mais en tout cas il a été longtemps à son service, et puis ça s'est mal fini, voilà, donc il s'est retiré, et il est à la recherche d'une sorte de quête personnelle totalement obsessionnelle du discours politique absolu, avec un grand P, un grand D, un grand P, un grand A. Donc il plonge en permanence au long d'Acharnement dans la grande rhétorique, celle qui nourrit l'art de la conviction, d'arracher le consentement en fait par le verbe et par l'écrit, depuis Cicéron jusqu'à Emmanuel Macron et ses camarades de classe. Et en même temps, il est donc de se retirer, et c'est là qu'il y a un choc assez extraordinaire au plan romanesque, et que ça en fait un très très chouette et intéressant roman. C'est qu'en même temps, dans sa propriété, au bout de sa propriété, elle est dominée par un aqueduc désaffecté, dont des gens, quand ils veulent se suicider dans la région, ils viennent tout le temps se jeter de l'aqueduc et ils tombent dans son jardin. Et on peut dire bah, c'est complètement anecdotique. En fait, non. Il y a vraiment un télescopage extrêmement puissant qui nourrit le livre entre ces gens qui se jettent d'un aqueduc dans son jardin et la façon dont se construit ou pas une espèce de parole politique ultime. Et après, je ne vais pas vous en dire plus, il faut le lire, quoi, ce livre, si vous ne l'avez pas fait. Hein, vraiment. Et ça nous amène aux jeunes gens. Et les jeunes gens qui même s'il prend les allures d'un reportage, d'une série d'entretiens, et donc ont tous été complètement authentiques avec les gens qui ont accepté de recevoir Mathieu, qui l'a questionné, qui l'ont écouté. Ah oui, il y a zéro fiction dans le livre. Mais c'est traité, il y a une question de traitement, et après il y a évidemment une question de matériaux, mais il y a une question de traitement, c'est que c'est beaucoup plus passionnant qu'un reportage, c'est aussi passionnant qu'un roman, parce qu'effectivement il y a une façon dont cette génération politique, génération est peut-être pas le bon terme, parce que je sais pas si c'est une question d'âge, de position, d'évolution des mœurs et de la façon de travailler, mais il y a vraiment un rapport au langage
différent. Et moi, je résiste pas parce que je vais pas vous lire un extrait, mais il y a vraiment cette phrase qui est extraordinaire, qui est juste après. On n'est plus justement dans Marche vers le Louvre, on est dans le début en fait du corps principal hein, du roman qui s'appelle la phrase d'après. Et c'est vraiment cette question de la phrase d'après que je trouve extraordinaire. Donc le premier chapitre s'appelle Tir groupé, l'effet de promotion. Et donc, je vais pas le lire, mais en fait, qui décrit comment, dans un entretien, comme ça, Mathieu observe en direct le fait que dans la façon dont la personne interagit avec lui, et qui n'est pas dans un discours politique, qui n'est pas justement dans une parole de masse, on ne traite pas de la parole de masse ici, justement. Et tu notes d'ailleurs, dès le départ, que c'est pas nécessairement le point fort, en fait, de ces gens, le discours politique classique. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, mais c'est pas le point fort de Macron. C'est pas là que ça se passe. C'est en revanche dans l'interaction directe, dans le côté légèrement hypnotique, qui fait que, en fait, et cette phrase, c'est que quand ils te parlent, ils te donnent toujours l'impression d'être dans un tel degré de maîtrise qu'ils sont toujours en train de penser à la phrase d'après, plutôt qu'à la phrase qu'ils sont en train même de prononcer. Et ça, je trouve que c'est fascinant comme formule pour essayer de décrire ce phénomène, effectivement, d'appropriation de la parole politique. Tu sais, c'est une formule qui n'est pas de moi, qui est de Mathias Vichra, qui est donc l'un des éminents membres de cette fameuse promotion Sandor, et qui m'a dit, quand je l'ai rencontré, que la première fois qu'il a eu un contact avec l'ENA, c'était à l'école, au lycée. Il était au lycée à Paris, je crois qu'il était au lycée Voltaire, là, au Père-Lachaise. Et des élèves de l'ENA, des étudiants de l'ENA, étaient venus présenter l'institution. Il m'a dit ça, il me donnait l'impression de tous penser à la phrase d'après. Et je me suis juré d'arriver à ça. Et il y arrive très bien, il le fait très très bien. Peut-être même d'ailleurs qu'il a tellement bien intériorisé cette théâtralité qu'il en surjoue un peu. Il fait partie en tout cas des animaux politiques que j'ai rencontrés les plus au point sur cette capacité rhétorique et sur ce talent à vous... d'abord à se rendre sympathique et puis à vous faire penser que vous êtes son meilleur copain en 5 minutes. Ça c'est un truc toujours qui m'amuse beaucoup chez certains politiques. D'ailleurs dans les critiques là qu'il y a eu sur le livre, il y en avait une, bon un peu de mauvaise foi quand même, mais qui disait que quand même j'ai trouvé tous sympathiques ces gens. D'abord c'est pas vrai, mais surtout ça il faut pas savoir lire hein, pour penser oui, ça. voilà, mais oui, bah bon tu sais la mauvaise foi ça se manie très facilement aussi. Mais non, mais surtout, par contre ce que je montre et qui est vrai, c'est que ils ont pour la plupart d'entre eux, une vraie capacité à se rendre sympathique, ce qui n'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai observé. Alors, juste pour revenir sur le bandeau, je décline toute responsabilité, évidemment. Vous doutez bien que c'est pas moi qui dis. J'aimerais vraiment que sur mon livre, il y ait écrit promotion Macron en gros, quoi. Mais... Non. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je vais faire un petit retour en arrière, en revanche, voilà, parce que moi, je reviens, si tu pouvais me dire un petit peu, voilà, par rapport à ton travail précédent, comment finalement est venu s'insérer là-dedans ce travail qui effectivement n'est pas un travail romanesque, qui est un travail de non-fiction, ouais. D'entretien. Tu l'as assez bien dit en fait. C'est vrai que c'est quand même cohérent avec mon travail de romancier qui interroge à la fois les représentations du monde politique et du personnel politique et la façon dont ces gens-là parlent et se meuvent dans le monde. Et c'était un peu l'occasion finalement d'utiliser un cas d'école, c'est le cas de le dire, pour mettre un petit peu en pratique les hypothèses que j'avais par ailleurs parfois émises dans mes livres. Très concrètement, ça s'est passé en 2 temps. Le premier, c'était en 2013, quand le magazine Vanity Fair m'avait commandé, juste après donc la parution d'Acharnement, comme quoi la cohérence elle se fait même empiriquement, puisque c'est parce que j'avais écrit ce livre sur un auteur de discours politique qu'ils sont venus me commander un article, une enquête sur cette espèce de génération émergente du personnel politique à ce moment-là. En 2013, sous Hollande, il faut savoir qu'il y a 20 directeurs de cabinet ou sous-directeurs de cabinet qui sont issus de la promotion Sandor. Ce qui veut dire très concrètement que quand il y a une réunion des DIRCAB en marge du Conseil des ministres, on a plus de la moitié de la table qui sont des gens qui étaient à l'école ensemble. Donc évidemment, aux observateurs du monde du pouvoir, qui sont légion,
ce tir groupé-là était apparu quand même comme quelque chose qui méritait d'être un petit peu mentionné. Et donc on m'avait envoyé rencontrer ces personnes pour en tirer le papier de Vanity Fair. Papier qui avait été plaisant à faire et qui avait donné lieu à déjà pas mal de rencontres avec des membres de cette promotion, mais qui m'avait aussi un petit peu laissé sur ma faim parce que, bon, bah, vous savez, c'est les contraintes journalistiques, hein, on est obligé de couper, on peut pas tout dire, et je gardais pas mal de matériaux, de réflexion, un petit peu comme ça en réserve. Et quand Emmanuel Macron a été élu l'année dernière, c'est ça, euh, en l'occurrence une éditrice, Juliette Jost, de Grasset, que je connais par ailleurs depuis longtemps, m'a dit bah Mathieu, ça te dirait pas de reprendre cette enquête et puis de la porter aux dimensions d'un livre, hein, en l'actualisant bien sûr. Je pense que l'idée de Grasset, c'était comment parler de Macron sans parler de Macron. Oui, bah, vu l'espèce de floraison, oui voilà, vu l'espèce de floraison très intensive qu'il y avait de publications qui lui étaient consacrées à ce moment-là. Et donc ils se sont dit tiens, on tient un gars là, on va l'envoyer au front. Et j'y suis allé assez de bonne grâce en fait. J'ai pas hésité très longtemps. Pour différentes raisons, notamment parce que je gardais donc un petit peu de matériaux en réserve et puis aussi la curiosité de savoir ce qu'étaient devenus ces gens, mais aussi parce que c'était cohérent justement avec mon travail et que par ailleurs j'avais un désir d'écriture aussi un petit peu qui me portait vers ce qu'on appelle aujourd'hui la non-fiction. J'avais envie d'écrire un récit documentaire, quelque chose qui soit ancré dans une réalité prosaïque, sans forcément se donner les atours du roman. Et donc ça en a été l'occasion. Mais du coup, c'est une chose qui fonctionne très très bien. Le fait que tu as eu cette opportunité, occasion, alors pas pour tous les personnages, pas pour tous ceux qui hantent ces pages, mais pour beaucoup d'entre eux, il y a effectivement le contact de 2013 et puis celui de 2017. Hein. Et c'est intéressant quand il y a le fait qu'il y ait de la distance ou de l'écart qui soit créé, ou pas beaucoup. Et une des choses en fait, qui traverse le livre, c'est justement que parfois, il y a peu ou pas d'écart. C'est-à-dire qu'il y a une énorme espèce de cohérence interne, avec une forme de férocité sympathique, presque. Hein. Je rejoins complètement ce que dit Mathieu. Une des choses qui peut provoquer un malentendu de lecture pour des gens qui liraient rapidement, les jeunes gens, qui pourraient effectivement se dire, oh, dis donc, il est quand même vachement gentil, finalement, avec ces gens. Non, pas du tout. Hein. Là, j'ose le dire, il faut savoir lire, mais c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'automatisme dans la façon dont se construisent ces personnalités, une construction qui est en partie sociale et naturelle et initiale, parce qu'ils sont pas tous de milieux sociaux ultra privilégiés. Il y a effectivement quelques presque autodidactes, enfin, deux. Ouais, 4, allez. Ouais, 4. Mais en tout cas, c'est énorme cette façon dont la capacité à créer une sympathie, une bienveillance, une empathie, en tout cas, fait vraiment partie on dirait, mais désormais des skills nécessaires à ce métier. Quoi. Alors, évidemment, l'une des questions d'écriture, hein, pour le coup, dès le début du livre, c'était quelle position d'énonciation j'adopte par rapport à eux, et par position d'énonciation, j'entendrais presque aussi quelle position morale j'adopte par rapport à eux. L'humeur du pamphlet, c'est quelque chose qui m'est assez étranger. Parce que d'abord j'aime pas lire ça et puis que je trouve que ça sert à rien, puis bon, faire des critiques sur l'ENA, il y en a déjà mais pléthore. Sarah qui est ici le sait bien, qui travaille à la bibliothèque de l'ENA. Bon voilà, il y a floraison tout le temps, il y a énormément de choses. Franchement, aller rajouter un truc en plus mal documenté, parce que voilà, j'ai malgré tout fait une enquête en 6-8 mois, ce qui est évidemment complètement incomparable avec un sociologue par exemple qui écrit sur la formation des élites dont il a fait son terrain depuis 30 ans. Bon, j'avais absolument pas la prétention non plus de me situer sur le même terrain. Et donc je voulais absolument pas faire un pamphlet. Évidemment, il ne s'agissait pas non plus de faire une imagiographie en disant que tous ces gens sont tous absolument brillants, sympathiques et beaux, même si certains le sont.
Donc c'était évidemment pas l'enjeu du truc. Donc il fallait essayer de trouver une espèce de position d'énonciation, la neutralité étant impossible, assez juste par rapport à ça. Ce qui m'est effectivement reproché, hein, très clairement, puisque ceux qui font semblant de croire que je suis trop complaisant avec cette caste me reprochent évidemment le manque de virulence que j'assume tout à fait. Et puis à l'inverse, parce qu'il y a aussi bien sûr l'inverse, des gens qui ont trouvé quand même que j'étais pas très sympa avec les fameux jeunes gens, y compris certains des jeunes gens eux-mêmes qui ont m'âge, ce qui me fait tout à fait plaisir. Donc voilà, non mais on peut jamais contenter quiconque sur ce genre de projet, on le sait. Et moi j'ai essayé finalement de me tenir à un objet qui était un récit, une description qui passe par les corps, qui passe par les façons de parler, qui passe par l'histoire de l'institution, par les lieux, par les bâtiments, voilà, pour essayer d'abord un peu de rendre sensible la réalité de cette chose-là, tout en évitant aussi d'avoir, pour le coup, moins un discours moral ou moralisant, qui d'abord n'aurait servi à rien, et qu'en plus je déplore un petit peu, si je dois tout à fait être honnête, dans la littérature d'aujourd'hui, que je trouve éminemment moralisante dès qu'elle parle de politique. Or, je pense que, précisément, s'il y a un lieu où on peut essayer quand même d'accueillir la complexité, voire peut-être même des propos clivés ou nuancés, parce que ça n'empêche pas d'être dur par moment, ça reste la littérature. Et c'est en ça que j'espère quand même qu'il y a un peu de littérature dans le livre. Ah mais clairement, enfin, c'est une des choses que je voulais dire, c'est que ce qui frappe, c'est qu'effectivement, si ce sont bien... Donc en dehors de son introduction et de sa conclusion, le corps de l'ouvrage, 98% du matériau, c'est effectivement du matériau issu d'entretien, puis après de quelques recherches pour contextualiser, pour mettre des faits qui ne sont pas nécessairement apparus pendant l'entretien, mais auxquels il est fait référence. Donc c'est effectivement un travail au départ, c'est un matériau journalistique, mais qui est traité ensuite d'une façon où justement, je trouve qu'il n'y a aucun trait de surligneur inutile. Alors que c'est vrai que c'est une tentation... c'est de dire oh regardez là comme il me prend pour un con, enfin celui à qui il est en train de me parler. En fait, il n'y a pas besoin de le dire et de surligner lourdement, il suffit de mettre les deux phrases qu'il a utilisées. Et on voit bien qu'il nous prend pour des cons. On voit bien qu'il nous prend pour des cons. Bah, a priori, oui, je fais cette confiance-là au lecteur. Bah oui, et c'est pour ça que je trouve. Alors que justement, comme tu dis, mais alors là je pensais moins à des romans, mais y compris à des essais journalistiques parlant de politique, il y a quand même cette façon d'abuser du stabilo boss vis-à-vis du lecteur, quoi. De lui dire attends, regarde, c'est là. Alors que là, il y a énormément, justement, pour refléter d'ailleurs, et c'est là qu'il y a une espèce de troublante symbiose littéraire, c'est que beaucoup de ces jeunes gens manient souverainement et presque par automatisme assumé une forme d'understatement permanent, et qu'en fait Mathieu utilise aussi une forme d'understatement très très habile en fait pour montrer le matériau sans avoir à vous dire regardez c'est ça qu'il faut lire, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Vous êtes grand, quoi. Mais dans cette façon de parler il y a aussi, et c'est quand même d'ailleurs c'est là-dessus que je conclus le livre, c'est quand même finalement moi d'abord ce qui m'a marqué et puis peut-être au fond l'enjeu politique du texte, c'est de montrer comment se construit et s'affine ce qu'on peut appeler un peu vite le consensus républicain. Et l'ENA, c'est le lieu de formation par l'élite et pour l'élite, donc peut-être de la façon la plus flagrante et la plus sophistiquée du consensus républicain. Et là encore, les gens, pour vous décoder le truc, je pense à un député de droite, là, vauquiésien, qui s'appelle Julien Aubert, qui fait partie des personnages du livre, qui a été d'ailleurs très généreux dans les échanges que j'ai eus avec lui. Et qui, une fois le livre sorti, s'est fendu évidemment une espèce de post sur Facebook en disant en gros que je me moquais de la droite de façon éhontée, qu'on sentait bien que j'avais une immense complaisance pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que je faisais d'Emmanuel Macron l'incarnation du consensus républicain. Bon, là aussi c'est la mauvaise foi. Il est pas con. Donc il a tout à fait... Il sait très bien que ce qu'il dit est faux. Mais là où c'est intéressant, c'est que
le projet politique quand même du livre, pour moi, il est un peu là-dessus. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est quel est ce consensus, sachant que, tu le sais, moi, mes lectures politiques et plus ou moins mes opinions aussi, elles vont plutôt du côté d'un Rancière, par exemple, qui dit que la vraie politique, la politique réelle, celle qui transforme un tout petit peu la société éventuellement, celle qui redresse des torts, celle qui plaide pour une égalité un petit peu plus assumée dans la société, c'est le dissensus. C'est-à-dire, c'est ce qui vient faire rupture par effraction avec ce consensus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier presque comment se forme ce consensus et sur quoi il repose, pour savoir aussi avec quoi nous, on a éventuellement à nous battre lorsqu'on est dans des logiques de revendication, j'allais presque dire, quelles qu'elles soient. Et ce consensus républicain français, l'ENA en donne une espèce de modèle, de schéma. Ça repose sur des axiomes qui sont somme toute assez simples et qui remontent à 1945, qui remontent au général de Gaulle, créateur, enfin sous l'impulsion de qui a été créée l'école, pour une raison très simple, qui était que l'entièreté de l'appareil d'État et de la haute administration française avait été mouillée dans la collaboration, et quand je dis mouillée encore, là aussi c'est un euphémisme, et qu'il fallait créer une école pour la remplacer. Et donc pour fournir à la haute administration française des esprits compétents, qui aient les mêmes valeurs, qui aient les mêmes bases de travail, qui se connaissent entre eux, et qui puissent faire fonctionner l'État le mieux et le plus vite possible. C'est pour ça qu'a été créé l'ENA à l'origine. Et cette espèce de petite matrice idéologique qui remonte à l'époque, elle repose sur quoi? Elle repose d'abord sur, j'allais dire une fidélité, mais c'est même pas ça, sur un non-questionnement, c'est un inconditionnel du libéralisme économique. Elle repose, ça vient après De Gaulle, mais ça aussi c'est absolument pas du tout remis en cause par quiconque. Elle repose sur une fidélité aux traités européens. Donc voilà. L'ascendance de Bruxelles est absolument partagée, enfin c'est normal, et on le voit dans la politique de Macron bien sûr. Et puis une troisième chose, une idée de la France, peut-être la plus gaulliste finalement des trois questions, une idée de la France comme grande nation souveraine, avec tous les symboles, toute l'histoire qu'il y a derrière, et le côté aussi qui en jette et qui pète, comme on peut le voir dans un soir comme celui de la cérémonie du Louvre. Voilà. Et puis peut-être aussi cette quatrième composante qui est là aussi tout à fait gaulliste, qui est le colbertisme, et qui rejoint là pour le coup Manotti, parce que indirectement c'est aussi ça dont elle parle, c'est-à-dire une idée de l'imbrication et de l'implication totale de l'État dans la marche du capitalisme français, qui consiste surtout en un soutien aux grandes entreprises, aux industries, aux politiques industrielles, y compris à l'étranger, y compris par les moyens de la diplomatie française, etc. Et ça, ces choses-là, qui sont un petit peu peut-être théoriques et abstraites quand je les déplie comme ça, en rencontrant les gens, on les voit à l'œuvre. Quand je vais voir Louise Vassy, qui est directeur de cabinet de Le Drian au Quai d'Orsay, il a une petite étagère très fonctionnelle, noire, un peu comme là, et au-dessus de cette étagère, il y a deux avions et un porte-avions.